S'il vous plaît, la parole est pour 15 minutes plus quelques petites minutes de dépassement à Cyril. Bon, normalement, je devrais faire moins de 15. Donc moi, je vais vous présenter juste un exemple, un site qui a été fouillé maintenant il y a quelques années, qui fait encore l'objet d'ailleurs de tranches de fouilles, à Alizay dans l'Eure, un site où il y a, probablement, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on a, un petit combat en bordure de rivière, de Talweg. Donc le site d'Igoville et d'Alizay, c'est un site qui s'étale sur deux communes, est situé le long de la Seine, en fait, en vallée de Seine, en zone de contact avec le limageur, et dans une zone qui est assez intéressante, que la stratigraphie est très, très développée. Donc voilà la stratigraphie du site. Donc on a un développement sédimentaire sur 4 à 5 mètres de haut, et je vais vous parler uniquement de la couche qui correspond à la fin du néolithique final et à l'âge du bronze ancien, et surtout forcément au bronze ancien. Donc ça c'est le rythme des occupations pour ces phases-là sur le site. Donc on a dans un premier temps, après de longues occupations plus vieilles, une reprise de l'activité durant le campaniforme et l'épicampaniforme, avec pas mal de sites. On doit avoir une quinzaine de sites en bordure de Seine, des tout petits sites en fait. C'est des spots qui ne restent pas longtemps. Ensuite, on a un abandon visiblement de la zone à la transition entre la fin du 3e millénaire et le tout début du 2e, et puis une reprise au bronze ancien 2 avant un nouvel abandon autour du 17e siècle. Donc c'est plutôt de cette phase-là que je vais vous parler, celle du bronze ancien 2. Tout se développe sur un seul horizon. C'est ce que vous avez ici, c'est la petite couche noire qui est ici, qui est située généralement entre 2,50 m et 3 mètres de profondeur. Et la partie épicampaniforme bronze ancien 2, c'est vraiment l'épiderme de cette unité stratigraphique. Donc le site, donc les décapages, c'est ce que vous avez ici. Chaque point noir correspond à un vestige, parce que sur ce site on code tout en 3 dimensions. Et je vais vous parler plus particulièrement des axes de circulation qui sont ici. Vous avez la Seine en bas, et on a 3 pistes. Une piste ouest, une piste au centre, qui est compris dans... tout ça est une zone humide à l'époque, et puis une piste est. On va surtout parler de la piste ouest. Et au bronze ancien 2, on a un seul habitat qui est situé ici. Voilà, un seul habitat, qui est vraiment très léger. On a un bâtiment qui se lie assez mal, mais qui est très bien daté. Et puis autour, quelques fosses annexes, un four, donc une petite unité agricole probablement. Et l'habitat est un peu en retrait sur une montille, en fait. En rouge, vous avez les points hauts, donc, qui forment des espèces de buttes, ce qu'on appelle des montilles. Et puis tout ça est bordé par une zone humide, la Seine est là, et les pistes traversent la zone humide et permettent d'aller sur l'habitat. Le plan de la maison, qui n'a pas grand intérêt sur le sujet là, mais juste je vous le mets pour montrer que voilà, on a des dates C14 qui montrent que c'est bien du bronze ancien 2. Donc première piste, la piste ouest. Donc c'est un axe qui devient très important à partir du néolithique final. Au néolithique final, il y a un passage à gué qui est aménagé. On va mettre des pierres au fond de la zone humide, et un chemin, une piste, ce que vous voulez, va permettre d'accéder sur le plateau. Cette piste après tourne ici et vient longer cette limite blanche là qui est une haie actuelle. Cette piste, elle existe encore maintenant en fait, alors qu'on le sol actuel est près de 3 mètres à 3,50 m au-dessus. Donc c'est un axe qui est resté dans le paysage. Le passage à gué est ici, et ce chemin qui est là, qu'on voit encore, et qu'on voit ici au niveau du décapage à 50 cm de profondeur. Donc c'est un chemin qui prend naissance au néolithique final et qui va perdurer au-delà. On a toute une séquence au-dessus que je ne vous présenterai pas ici, où on a le passage à gué du néolithique final, et puis des rechappements à la du bronze final, à la Tène, etc., avec les couches sédimentaires qui s'accumulent. Donc c'est un axe qui est, même s'il paraît ténu comme ça, qui est important et qui a la vie longue. On le retrouve sur le cadaste napoléonien, ici. Donc ça, c'est ma piste ouest. Il faut imaginer la piste centrale ici. Et l'autre piste qui est ici, on l'a trouvée à cet endroit-là, dans cet axe-là.
mais elle est reprise aussi par un chemin qui existait encore au 19e et qui n'existe plus maintenant, là aussi 3-4 mètres au-dessus de notre zone de fouille. La piste, elle se lie comme ça en dehors de la zone humide, donc le passage à guet est plutôt dans ce secteur-là, et puis dans l'axe, on a une série d'empierrements avec quelques empreintes, mais qui sont assez mal conservées, un peu de matériel, un chien par exemple, qui était sur le long de la piste, et puis surtout de nombreuses balles de fronde, de très très nombreuses balles de fronde. Quelques exemples de ces balles de fronde, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc il y a, sur cette piste, on doit avoir à peu près 430 ou un peu plus de 430 balles de fronde, juste dans certains secteurs. Et sur l'ensemble du Talweg, on a maintenant à peu près 800 balles de fronde. Voilà. Il faut revenir en arrière, j'ai appuyé trop fort. Encore, je crois. Voilà la répartition de ces balles de fronde entre la piste ouest et la piste centrale. Piste centrale qui est ici, piste ouest qui est ici. Donc tous mes petits losanges sont des balles de fronde. Donc on voit bien qu'il y a une volonté quand même de bombarder entre guillemets ces passages à guet, avec deux petits spots situés un peu à l'écart et qui ont une vocation sûrement différente. La datation de ce niveau à balles de fronde est similaire au bâtiment que je vous ai présenté, on est entre 1900 et 1800. Les balles de fronde sont dispersées dans la stratime et viennent s'accumuler en fait sur une couche stratigraphique qui est un peu plus basse que celle qui concerne le bronze ancien. Les choses ont migré dans le sol, mais tout est daté de la même période. Les deux spots situés de chaque côté ont été aussi datés par ces 14. Donc sur les niveaux de sol, on retrouve les balles de fronde, quelques rares céramiques, mais sinon c'est surtout les balles de fronde. Et vous avez deux dates qui sont ici tout à fait synchrones de ce que je vous ai présenté pour le bâtiment et de la date qu'on a au niveau du passage à guet. Le deuxième spot un peu à l'écart, ici. Sur ces deux spots-là, on a très peu de balles de fronde finies. En fait, on a l'impression que c'est des stocks qui étaient en place avec des balles de fronde, vous voyez, qui sont pas abouties par rapport à celles qu'on va trouver au contraire dans le Talweg. On a développé un petit travail sur la façon justement de façonner ces balles de fronde, justement pour comprendre la chaîne opératoire et comprendre pourquoi on avait des balles de fronde finies dans certains secteurs et pas d'autres. Donc très rapidement, c'est des blocs de craie qui sont mis en forme de façon assez brutale dans un premier temps, avec un tranchet ou un tranchant de hache. Et puis ensuite, on va finir l'objet en le raclant avec un silex ou un autre objet, une pierre, pour obtenir plusieurs types de formes. Les principales, c'est les ovoïdes, les olivoïdes et les sphéroïdes. Les sphériques sont assez courantes, on en trouve parfois. Ça reste quand même des objets assez rares. On a fouillé pas mal de sections dans cette vallée de Seine. C'est la première fois qu'on avait autant de balles de fronde. Généralement, on en trouve une, voire pas du tout. Les mieux finies sont celles qui sont plutôt olivoïdes, qui ont une bonne aérodynamie. Et puis il y en a qui sont un peu bâtardes comme ça, qui sont les plus présentes. Les poids sont assez standardisés. On a un problème entre guillemets avec le poids de ces objets. On pense que nous on a des poids secs, c'est-à-dire objets non humides, et on a l'impression que ces objets sont utilisés mouillés en fait. Faut les mouiller un petit peu, ils prennent du poids, ils montent assez rapidement à 70-80 grammes, et c'est beaucoup plus efficace lorsqu'on les lance. Mais ça reste hypothétique, bien entendu. Donc les poids, forcément, sont pris dans une toute petite tranche. Voilà, c'est des objets qui sont assez standardisés. C'est assez similaire à ce qu'on connaît en termes de poids par rapport aux balles de front de l'Antiquité, celles qui sont en plomb, forcément beaucoup plus petites. Mais en tout cas, on est sur des poids assez similaires. Donc des balles de fronde qui ont des poids similaires à des balles de fronde qui sont utilisées pour la guerre. Autre objet archéologique trouvé dans ces secteurs à balles de fronde, ce sont des restes humains. Donc il y en a beaucoup moins qu'à Tollense, mais on a quand même dans les mêmes concentrations, et on les a qu'à cet endroit-là, des restes humains épars qui sont sur la même couche archéologique. Donc chacune de mes étoiles en fait est sur des zones un peu riches en vestiges. Voilà comment ça se présente à la fouille. C'est des débris de calottes crâniennes qui sont éclatés, qui sont répartis sur l'horizon stratigraphique. On retrouve des bouts de fémur, enfin voilà,
des choses qui sont restées à l'air libre, qui sont souvent grignotées. On a des empreintes de bêtes dessus. Il manque énormément de pièces osseuses. Hein. On n'a pas beaucoup de pièces osseuses conservées. Donc on est parti forcément sur l'hypothèse d'un combat sur ce bord de Talveille, en associant les balles de fronde et les restes humains. On a fait un peu d'expérimentation de manière à essayer de voir où pouvaient être ces fameux frondeurs, hein, à quel endroit ils s'étaient positionnés pour tirer. Hein. Donc on a refait des balles de fronde sur le site à partir des matériaux qui étaient disponibles sur place, hein, donc les mêmes matériaux que ceux utilisés à l'époque. Cette même craie, hein. Donc on retrouve les phases que je vous expliquais tout à l'heure, hein, façonnage rapidement à la hache, hein, et puis après un polissage pour arriver à avoir un objet fini avec une forme aérodynamique intéressante. Donc on a testé tout ça avec beaucoup de difficultés parce qu'on n'était pas très bon, mais au bout de quelques jours on a fini par atteindre des choses. On essayait de viser les oiseaux, pour tout vous dire, on n'en a eu aucun, mais après on a mis des bouts de bois, ça marchait. Ça bougeait moins. Donc on a établi des petits diagrammes, hein, qui valent ce qu'ils valent, mais en tout cas entre le rapport poids-distance, etc., hein, qui n'ont pas forcément un grand intérêt ici, mais qui nous ont permis d'évaluer un peu où pouvaient être ces frondeurs sur le site. Hein. Et l'hypothèse, hein, de frondeurs en fait, situés sur la Montille et qui tireraient en direction du Talveille, hein, pour éventuellement protéger les différentes pistes marche pas trop mal. On peut faire l'inverse forcément, hein. On peut mettre les frondeurs de l'autre côté. Nous on est parti sur l'idée de gens sur le site en train de défendre leurs différents accès. Hein. Donc c'est pas une guerre au sens strict, hein, c'est une petite rixe. Enfin, il y a eu un problème à un moment, hein, et on a été dans l'obligation de protéger ces deux pistes, hein, sur un événement qui est, je pense, très bref. Hein. On n'est pas sur plusieurs accidents violents sur le site, hein. Ça a dû se faire en une seule fois. Là, les objets étaient vraiment très concentrés côte à côte. Hein. Donc on aurait là l'illustration, hein, d'une petite bagarre au Bronze Ancien 2. L'autre piste n'a pas subi les mêmes assauts. Elle n'a pas été, il n'y a pas de belligérants qui ont échangé sur cette piste-là. Hein. Donc la piste, on la voit ici en stratie. Hein. C'est un cheminement qu'on a suivi sur assez loin, hein, qui se divise en deux, qui vient en fait, qui part d'une zone de pacage en fait, très riche en phosphate, et qui va alimenter un autre habitat qui est situé un peu plus haut. Elle est mise en place durant la phase campaniforme et elle perdure, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez longuement. La voilà en coupe avec les dates, hein, correspondant au Bronze Ancien 2, hein, donc on est sur cet horizon-là. Hein. Les enfoncements que vous avez ici, c'est des empreintes. Sur cette piste-là, toutes les empreintes sont conservées. Je ne vous ai pas mis de photos d'empreintes, mais des empreintes d'hommes, de vaches, de tout ce que vous voulez. Hein. Ça dessine ce genre de piste, hein, donc il ne faut pas imaginer un chemin unique. Hein. On est sur quelque chose qui est assez divagant, hein, qu'on voit ici. Hein. Toutes les petites empreintes blanches, ce sont des empreintes, hein, de pas ou des empreintes de vaches, plus d'empreintes de vaches que d'hommes forcément. Hein. C'est les bêtes les plus lourdes qui laissent leur empreinte. Sur ce site, on a aussi des balles de fronde, bien moins que sur l'autre, mais par contre, c'est uniquement des balles de fronde en cours de fabrication. Voilà, on a l'impression que c'est des choses qui ont été perdues sur le cheminement. On n'est plus du tout sur le même spot, quoi. Enfin, voilà, on est sur autre chose. Hein. On a aussi un chien disloqué, hein, comme sur l'autre. Hein. Mais en tout cas, les objets qu'on retrouve sont des objets qui sont perdus et qui sont en cours de fabrication uniquement. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple, hein, d'une zone de combat entre guillemets du Bronze Ancien 2. Hein. C'était pour illustrer un peu le débat. Hein. Normalement, ça devait faire ça devait être qu'un poster à la base. On connaît d'autres, hein, événements violents au Bronze Ancien 2. Je vous les ai montrés ce matin rapidement sur une carte. Hein. Je vous remets ici Wasnar, hein, ou Milojovice en Pologne. Hein. C'est aussi des traces qui montrent qu'il y a des violences, mais à petite échelle. Hein, toujours, on n'est vraiment pas sur les mêmes choses que ce qu'on vient de voir en Allemagne. On est sur un autre type de conflit, peut-être plus en lien avec ce que j'expliquais ce matin, la Fed, hein, ou ce qu'a présenté notre collègue noléticien le premier jour. Philippe Lefranc. Donc voilà, c'est juste un exemple. Je vous remercie. Merci Cyril.